Bonsoir à tout le monde. Merci d'être si nombreux avec nous pour ce dernier rendez-vous avec les doctorants de l'université. Alors, ces rendez-vous, nous les avons organisés avec le réseau Canopée de Corse et également avec le club CNRS du lycée Laetitia d'Ajaccio. Nous avons ce soir le plaisir, nous allons écouter Eléa Créole, qui est doctorante à l'Université de Corse. Elle travaille au sein du laboratoire Sciences pour l'environnement et dans une équipe dirigée par le professeur Frédéric Huneau, une équipe hydrogéologie dans un projet de recherche qu'on appelle Gestion et valorisation des eaux en Méditerranée. Donc, ce soir, elle va nous parler d'hydrosystèmes lagunaires méditerranéens et des eaux souterraines. Sa thèse, je vous donne l'intitulé de sa thèse. Sa thèse s'intitule Anthropisation des flux d'eau souterraines et trajectoire environnementale des hydrosystèmes littoraux lagunaires méditerranéens, approche géochimique, isotopique et socio-hydrogéologique sur des sites corses et italiens. Donc, vous voyez, c'est quand même assez long et compliqué. Alors, nous allons écouter Léa pour environ 25 minutes et ensuite, vous aurez la possibilité d'intervenir et de lui poser des questions, de la féliciter, etc. etc. Donc, pour ce dernier rendez-vous, je voulais encore vous remercier Marc-Antoine Marc. Et puis, bonne conférence à tous. Eléa, je te donne la parole et à tout à l'heure. Merci à tous. Donc, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier Madame Marie-Françoise Salicetti de l'Université de Corse et le réseau Canopée de m'avoir invité à participer à ce rendez-vous des doctorants. Donc, comme l'a dit Marie-Françoise, je m'appelle donc Eléa Créole, je suis étudiante en première année de thèse et ce soir, je vais vous présenter une partie de mes travaux sur les hydrosystèmes lagunaires méditerranéens et les eaux souterraines. Donc, tout d'abord, quelques définitions. L'hydrologue travaille à l'échelle du bassin versant. Donc, un bassin versant peut se définir comme une portion du territoire délimitée par des lignes de crête et drainée par un cours d'eau principal. Donc, on peut imaginer une goutte d'eau qui tomberait donc dans ce bassin versant. Elle pourrait s'évaporer, elle pourrait être transpirée par la végétation et les plantes, elle pourrait ruisseler à la surface du sol ou encore s'infiltrer dans le sous-sol. Donc tout ceci constitue ce que l'on appelle le cycle de l'eau. Donc l'eau, lorsqu'elle s'infiltre dans le sol, elle va remplir tous les pores de ce sol. Donc on peut apparenter ça en fait à une éponge qui serait gorgée d'eau. Donc cette eau est stockée dans des réservoirs qu'on appelle aquifères et constituent les nappes d'eau souterraines. Donc l'hydrogéologue étudie ces eaux souterraines. Et il s'agit en fait d'une ressource qui est invisible, mais c'est une ressource qui est captée et extraite par l'homme, donc au moyen de puits et de forages, ou alors qui ressort naturellement au niveau de source. Donc c'est une ressource invisible, mais c'est une ressource qui est essentielle. En effet, l'eau souterraine représente la deuxième ressource d'eau douce sur Terre après les lacs et constitue la première ressource en eau potable à l'échelle nationale, puisque 75% de l'eau potable provient des eaux souterraines et ce pourcentage s'élève à environ 60% pour la Corse. Donc, dans le cadre de mes travaux de thèse, je m'intéresse plus particulièrement aux hydrosystèmes. Donc, les hydrosystèmes concernent les masses d'eau souterraines, superficielles et donc tout ça à l'échelle du bassin versant. Et je m'intéresse aussi particulièrement aux hydrosystèmes côtiers, donc qui peuvent être de nature diverse. Donc, ce sont des environnements dits de transition, puisqu'ils se situent à l'interface entre le milieu continental et le milieu marin, et ils représentent également l'exutoire des bassins versants. Donc, ce sont des hydrosystèmes qui sont remarquables et essentiels, tant d'un point de vue écologique que socio-économique, et ce sont des milieux qui demeurent très fragiles et très vulnérables. Donc, généralement, les hydrosystèmes côtiers sont tributaires des eaux souterraines, c'est-à-dire que leur fonctionnement, leur composition dépendent en fait d'un apport en eau souterraine.
Donc, parmi les hydrosystèmes côtiers, on peut citer les lagunes, comme je le disais. Donc, elles sont très largement répandues à l'échelle mondiale puisqu'elles représentent environ 13% des littoraux. Il existe une forte densité de lagunes en Méditerranée. En effet, 600 lagunes sont recensées et ces hydrosystèmes sont particulièrement vulnérables et soumis à de fortes pressions telles que l'intensification de l'agriculture et de l'élevage sur les plaines. Donc, elles sont irriguées, ce qui facilite la mise en place de ces pratiques. Elles subissent également la forte attractivité des littoraux. Donc, il faut savoir qu'environ 60% de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes. Les lagunes subissent la forte capacité touristique saisonnière qui est donc principalement marquée en été. Elles sont également soumises aux effets des changements globaux, donc qui se manifestent par une montée du niveau des eaux, une augmentation des températures et une modification du régime hydrologique. Donc à l'échelle de la Méditerranée, la Corse représente un territoire sentinelle car il existe de nombreuses zones humides et de nombreuses lagunes. Donc parmi ces lagunes, on peut citer la lagune de Bigoulia qui se situe donc au nord-est de la Corse, au sud de la ville de Bastia. Donc il s'agit de la plus grande zone humide de l'île. Elle est située sur la plaine de la Marane et cette plaine constitue le plus grand ensemble aquifère de la région. Donc, l'eau de cet aquifère est principalement utilisée pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération bastiaise et également d'une partie de la communauté de communes Maranagolo. Donc, ces deux entités représentent environ 76 000 habitants. La lagune bénéficie de nombreux statuts de protection, donc qu'ils soient nationaux par son statut de réserve naturelle ou de SNEF, européen car c'est un site classé Natura 2000 ou encore international puisqu'il s'agit d'un site Ramsar. Donc, le site de la lagune de Bigoulia représente un site pilote car de nombreuses études ont été menées à la fois à l'échelle du bassin versant mais également dans les eaux de la lagune. Donc, parmi ces travaux, je citerai les travaux menés par le laboratoire d'hydrogéologie via la thèse de Mélanie Rostat qui ont mis en évidence plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, la dépendance aux eaux souterraines de la lagune. Donc en effet, comme on le voit sur la carte piézométrique, les flux souterrains convergent vers la lagune et vont alimenter cette dernière en eau douce. Également, ont été mis en évidence la présence de micropolluants organiques donc dans les eaux souterraines et dans les eaux de la lagune. Donc les micropolluants organiques sont des substances organiques qui sont générées par la consommation humaine ou par les activités humaines et qui se retrouvent dans le milieu naturel, notamment par la fuite de réseaux d'assainissement qui font en fait arriver les eaux usées non traitées dans le milieu naturel. Donc parmi les molécules identifiées dans les travaux de Mélanie, on peut citer donc les molécules de la caféine, des produits pharmaceutiques tels que l'ibuprofène ou le paracétamol, des molécules organiques de la nicotine ou encore des sucres de synthèse de type acésulfame. Donc à ces micropolluants organiques s'ajoute la présence en fait de fortes concentrations en nitrate. Donc en fait, l'étude a mis en évidence que ces concentrations en nitrate sont complètement corrélées à l'occupation des sols sur la plaine. Donc en fait, à travers des outils d'analyse géochimique et isotopique, il a été possible de dater l'eau. Et on se rend compte que dans les eaux dites anciennes, qui ont entre 50 et 70 ans, il y a de fortes concentrations en nitrate. Donc ces concentrations en nitrate élevées seraient dues à une perturbation des sols qui aurait eu lieu à partir des années 1950 et qui aurait entraîné en fait un lessivage massif des nitrates. Ces nitrates se seraient accumulés donc dans le réservoir, à savoir l'aquifère, et dans les eaux souterraines. Et comme le système présente une inertie de 50 à 70 ans, après accumulation, ces polluants en fait se retrouvent aujourd'hui. Également, dans les eaux dites récentes qui présentent une infiltration rapide, les concentrations en nitrate sont plus faibles, mais présentent une origine qui est différente des anciennes, puisqu'il s'agit d'une origine due à la forte urbanisation qu'a connue donc la plaine et le littoral. Et donc en fait, l'origine de ces nitrates serait due aux fuites d'eau usée, donc au défaut d'assainissement qui entraînerait une arrivée des eaux usées non traitées dans le milieu naturel. Donc ce qu'on peut retenir de l'étude, c'est que l'origine des sources de pollution, donc notamment en nitrate,
évolue et également que les eaux souterraines présentent une capacité d'archivage qui a pu être mise en évidence grâce à l'âge de l'eau. Dans un deuxième temps, une étude menée par l'IFREMER sur la période 2017-2019 a mis en évidence une exposition aux pesticides des eaux lagunaires pour Bigoulia. Donc en fait, un panel de produits phytosanitaires a été recherché dans les eaux de la lagune et 3 produits en fait ont été identifiés avec des concentrations jugées anormales. Donc on se rend compte que ces produits correspondent à un type de pratique agricole particulier. Par exemple, pour le tébuconazole, il s'agit d'un fongicide qui est utilisé principalement pour la culture du blé, les cultures maraîchères ou encore la culture de la vigne. Donc en fait, à ce jour, l'origine de ces pesticides est méconnue, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les parcelles qui ont été impactées par ces produits phytosanitaires et qu'on ne connaît pas non plus la temporalité dans l'utilisation de ces produits. Il y a donc ce qu'on appelle une mauvaise appréhension des processus à la source qui reste à une lacune en fait à identifier. Donc, 2 hypothèses peuvent être émises quant à l'origine de ces produits. Premièrement, une immobilisation longue durée des pesticides dans l'aquifère et donc dans les eaux souterraines, c'est ce qu'on appelle un archivage hydrogéologique, ou alors une utilisation toujours actuelle de pesticides malgré les interdictions. Donc c'est dans ce cadre que s'intègrent mes travaux de thèse. Donc afin de déterminer l'origine de ces pollutions, j'ai mis en place ce qu'on appelle une approche socio-hydrogéologique. Donc il s'agit en fait d'une approche innovante puisqu'elle est interdisciplinaire dans le sens où elle mêle les investigations hydrogéologiques classiques avec les sciences humaines. Donc il s'agit d'une approche qui est inédite à l'échelle déjà nationale, mais également à l'échelle du bassin versant de la lagune de Bigoulia. C'est également un projet qui est mené en collaboration internationale avec l'Université de Pise et plus particulièrement avec la docteure Viviane Arré, qui est hydrogéologue et spécialiste de la discipline. Donc en fait, la socio-hydrogéologie peut se définir comme étant un indicateur des relations entre la population et l'eau souterraine. Donc en fait, cela permet d'inclure la dimension socio-économique dans les investigations hydrogéologiques classiques qui jusqu'à présent en fait n'incluaient pas cette dimension. Ainsi, la méthodologie développée a reposé dans un premier temps sur l'élaboration d'un questionnaire structuré autour de 4 axes principaux. Donc le premier axe concerne les usages passés et présents de la ressource en eau sur le bassin versant. Le deuxième axe s'intéresse à l'occupation des sols depuis 1950 à nos jours. Le troisième axe repose sur la perception et la connaissance concernant la perception et la connaissance de la population concernant les eaux souterraines et la lagune. Et enfin, le dernier axe s'intéresse à la perception de la population concernant les impacts anthropiques sur les masses d'eau du bassin versant. Donc en fait, ces axes devraient permettre une identification plus précise de l'origine des pollutions sur le bassin versant. Donc le questionnaire élaboré a nécessité 3 mois de développement. Il a connu donc plusieurs versions. Il s'agit d'un questionnaire dit semi-structuré qui comporte des questions fermées, donc où l'interrogé ne peut répondre que par oui, par non ou par je ne sais pas. Mais il comporte également des questions ouvertes où l'interrogé peut répondre avec ses propres mots en détaillant et en précisant ses réponses. Le questionnaire comporte 53 questions et nécessite environ 30 minutes de temps pour être réalisé en conditions réelles. Donc le questionnaire est orienté puisqu'au fur et à mesure que les questions sont posées, l'interrogé est amené à se poser des questions et à réfléchir quant à l'évolution des eaux souterraines sur le bassin versant et sur la lagune en elle-même. Ce questionnaire a été développé sous 2 formats. Donc le premier format est un format papier et le deuxième format est un format numérique, donc via l'application Google Forms. Donc en fait, nous avons choisi de le développer en ligne sur Internet
car cela présente plusieurs avantages. Donc, dans un premier temps, cela évite le post-traitement qui aurait pu être fait à la main si on avait rempli tous les questionnaires au format papier, parce que chaque réponse, en fait, est enregistrée et un tableau Excel est généré de manière automatique. Également, le questionnaire s'est avéré pratique dans le cadre de la crise sanitaire actuellement traversée. Et enfin, le questionnaire est toujours actif puisque, je l'évoquerai plus tard, mais le questionnaire a été soumis donc aux propriétaires d'ouvrages, mais également aux gestionnaires. Et donc, généralement, ce sont des gens qui ont un emploi du temps assez chargé. Donc, il est plus simple pour nous de leur envoyer le questionnaire pour qu'ils y répondent directement en ligne. Donc, dans un deuxième temps, la méthodologie a reposé sur une campagne de terrain à double investigation. Donc, elle a mêlé les prélèvements d'eau à l'enquête de terrain, donc qui s'est faite en diffusant le questionnaire. Donc, la campagne de terrain a été menée sur le bassin versant durant 3 semaines au printemps dernier. Un total de 51 points ont été échantillonnés. Donc, le plan d'échantillonnage a été structuré en fonction de l'occupation des sols sur le bassin versant. Et nous avons obtenu un total de 31 réponses au questionnaire, donc uniquement par les propriétaires d'ouvrages chez qui nous avons effectué nos échantillons d'eau. Donc ainsi, notre enquête a été réalisée sur environ 60% de nos points échantillonnés. Donc comme je le disais, le questionnaire est toujours en train d'être soumis au gestionnaire. Et donc, à ce questionnaire s'ajoutent des analyses géochimiques, isotopiques et des pesticides sur les échantillons d'eau que nous avons prélevés. Donc, en fait, les analyses géochimiques vont nous permettre d'avoir des informations quant aux interactions entre l'eau et la roche et quant à la qualité de l'eau. Et les analyses isotopiques nous permettront d'avoir des informations sur l'origine de l'eau, sur les processus de recharge et de mélange, et également sur les temps de séjour, donc plus communément appelés âge de l'eau. Quelques résultats préliminaires peuvent d'ores et déjà être présentés donc, concernant le questionnaire. Donc, durant notre campagne de terrain, nous nous sommes aperçus que 2 usages principaux étaient faits concernant les ouvrages permettant l'exploitation des eaux souterraines. Donc, dans un premier temps, un usage personnel. Donc, les gens en fait utilisent l'eau de leur ouvrage pour faire leur potager ou pour remplir leur piscine. Et dans un second temps, un usage professionnel, donc que ce soit pour de l'agriculture ou pour de l'élevage. 23% des personnes que nous avons interrogées n'utilisent pas ou plus l'eau de leur ouvrage, donc soit parce qu'ils n'en ont plus l'utilité, ou soit parce qu'ils préfèrent utiliser l'eau agricole. 71% des personnes interrogées pensent à raison que l'occupation des sols a un impact sur la qualité des ressources en eau. Donc globalement, on peut dire que notre questionnaire a très bien été reçu par la population, que les propriétaires d'ouvrages ont fait preuve d'une large coopération et ont présenté un fort intérêt pour notre étude. En effet, 60% des personnes interrogées savent qu'il existe un aquifère alluvial sur la plaine de la Marane et presque 70% d'entre eux pensent qu'il y a une connexion entre les eaux souterraines et la lagune de Bigoulia. 87% des personnes interrogées pensent que les activités humaines présentent un impact sur la qualité des ressources en eau et 80% des personnes ont conscience que des dégradations, donc notamment des dégradations au nitrate, ont déjà été observées sur les masses d'eau du bassin versant. Lors de cette campagne de terrain, donc, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Donc déjà, il a fallu intégrer la démarche humaine qui demeure inhabituelle dans les investigations hydrogéologiques classiques. Donc nous étions fortement soumis à l'emploi du temps des propriétaires chez qui nous allions prélever et pour leur soumettre notre questionnaire. Donc avant de partir sur le terrain, nous avons dû prendre rendez-vous avec toutes les personnes que nous allions rencontrer. Nous avons eu des personnes qui demeuraient injoignables ou qui ne venaient pas au rendez-vous, ce qui compliquait du coup forcément notre emploi du temps. Il faut aussi savoir que la campagne de terrain a été menée donc, pendant la crise sanitaire, mais également en période de confinement. Donc c'était difficile au niveau des interactions sociales. Et on a rencontré également certains propriétaires d'ouvrages qui étaient réticents donc, quant au questionnaire, mais qui nous ont quand même laissé prélever dans leur ouvrage.
Également, au niveau technique, on a eu des soucis par rapport à l'accès sur le terrain. Donc, certains ouvrages avaient disparu, donc n'existaient plus, ou alors certains propriétaires ne savaient plus où était leur ouvrage, donc il fallait prendre un peu de temps pour le chercher. Également, nous avons eu des problèmes techniques de logistique au niveau du matériel. Et comme je le disais précédemment, c'est une campagne de terrain qui a été longue puisqu'elle a duré 3 semaines. Également, le questionnaire subit quelques biais. Donc tout d'abord, ce n'est pas un questionnaire qui est représentatif de la population parce que nous avons interrogé que des personnes qui possédaient des ouvrages permettant l'exploitation des eaux souterraines. Également, notre échantillon est petit comparé au territoire investigué. Le questionnaire a principalement été soumis sur la plaine de la Marane et très peu au niveau du haut du bassin versant. Enfin, nous avons des classes d'âge et de sexe qui sont peu diversifiées puisqu'une majorité d'hommes de plus de 50 ans ont répondu au questionnaire et nous n'avons qu'une seule catégorie sociale qui est représentée. Néanmoins, l'enquête a permis un transfert de connaissances donc de l'hydrogéologue vers les propriétaires d'ouvrages, mais également des propriétaires vers l'hydrogéologue. Et on a également fait une sensibilisation concernant la protection des eaux souterraines. Concernant l'étude sur les pesticides menée par l'Ifremer, donc des rapprochements ont pu être faits entre les molécules retrouvées lors de cette étude et les pratiques culturales passées et présentes qui existent sur la plaine. Donc en fait, on se rend compte que les pesticides identifiés par l'Ifremer correspondent à des pratiques actuelles, donc notamment par exemple la culture du maïs, mais également peuvent correspondre à des cultures passées, donc qui avaient lieu dans les années 1950-1970. Donc il faut savoir que nos échantillons nos échantillons de pesticides sont en train d'être analysés et 240 molécules vont être passées au crible. Donc en fait, parmi ces molécules, on risque sûrement de retrouver les molécules identifiées par l'Ifremer, mais également d'autres molécules qui correspondent sûrement à des pratiques actuelles ou passées présentes sur la plaine. En guise de conclusion, donc, nous pouvons dire que cette approche socio-hydrogéologique inédite devrait nous permettre de déterminer l'origine des sources de pollution, donc notamment aux pesticides présents sur la plaine de la Marane et dans les eaux de la lagune, mais également de déterminer le fonctionnement de l'hydrosystème en termes d'archivage des pollutions et de restitution au milieu naturel. Donc tout ça en ayant une vision prospective quant à l'évolution de ces pollutions dans le temps. Cette approche a vocation d'être généralisée donc, à l'échelle régionale, puisque je travaille également sur 3 bassins versants de lagunes dans le sud de la Corse. Donc ces bassins versants sont beaucoup plus petits que la lagune de Bigoulia. Ils sont très mal documentés et leur fonctionnement hydrogéologique est très peu connu. Donc il y a peu de mesures de gestion qui sont mises en place pour protéger ces systèmes. On ne connaît pas exactement leur degré de dépendance aux eaux souterraines et leurs bassins versants sont très différents, donc que ça soit en termes de morphologie, d'occupation des sols, de niveau d'anthropisation. Donc en fait, il serait intéressant d'étudier dans un premier temps leur fonctionnement hydrogéologique, mais également d'investiguer en fait les marqueurs d'anthropisation qui pourraient être présents dans les eaux souterraines et impacter du coup ces hydrosystèmes. Donc cette approche a également pour vocation d'être généralisée à l'échelle méditerranéenne, puisque je travaille également sur une lagune qui se situe au sud de l'Italie, donc qui s'appelle la lagune de Lecesine. Et en fait, cette lagune donc, a de nombreux points communs avec la lagune de Bigoulia. Donc une approche sur des sites dits jumeaux, donc twinning sites, va être mise en place, c'est-à-dire qu'on va faire la même étude donc sur ces 2 bassins versants de lagunes. Donc ce sont des sites qui ont de nombreux points communs, mais également beaucoup de différences, notamment par le climat. Donc la lagune dans le sud se situe dans un climat semi-aride, alors que Bigoulia présente un climat tempéré. Il y a des différences donc au niveau de l'hydroclimatologie, au niveau du degré de dépendance aux eaux souterraines, au niveau de la géologie,
mais également au niveau de l'occupation des sols. Donc, par exemple, la lagune de Bigoulia se situe dans un environnement assez anthropisé, alors que la lagune de Lecésine se situe plutôt dans des territoires agricoles, donc notamment pour la culture de l'olivier, mais une agriculture qui n'est pas forcément biologique. Donc en fait, tous ces travaux ont pour vocation finale, je dirais, d'aider les gestionnaires à mettre en place des politiques de gestion et de protection durable sur les zones humides de Méditerranée. Donc ces protections pourront être basées sur les études scientifiques et du coup sociologiques que nous avons menées. Donc ma présentation est terminée. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous laisse me poser vos questions si vous en avez. Merci Eléa. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Mais puisqu'il n'y a personne qui se manifeste, Julia Coulioli, collectivité de Corse. Donc d'abord, je voudrais féliciter Léa pour sa présentation. Merci Julia. Et pour compléter la bibliographie que tu auras à faire, je voulais simplement signaler qu'il y avait une étude qui est en cours de finalisation, je ne sais pas si tu es au courant, qui est menée par le BRGM sur la modélisation hydrodynamique de la nappe alluviale du Béving. Oui. Après, oui, tu étais au courant. Et deuxième chose, mais en fait, tu l'as très bien dit dans ta présentation, sur le questionnaire, finalement, il présente quand même un certain nombre de biais par rapport à la population, mais voilà, tu l'as dit aussi. Bravo. Et bon Merci. courage. D'autres réactions ou questions? Alors, j'ai une autre question. Julia Coulioli à nouveau. Sur le bassin versant. Donc, tu as dit que tu travaillais à l'échelle du bassin versant. Oui. Et le bassin versant d'une nappe, c'est pas toujours le bassin versant. Enfin, quel est le bassin versant qui est pris en compte? Est-ce que c'est le bassin versant de la nappe? Est-ce que c'est le bassin, c'est lequel? Alors nous, dans notre campagne de terrain, on a pris le bassin versant, je dirais géographique, celui qui est délimité par les points de relief. Mais le bassin versant géographique du cours d'eau ou de la nappe, ou de l'aquifère, Non, finalement? en fait, le bassin versant de la lagune de Bigoulia est drainé par le Bévinco. Oui, Et du coup, on a pris le bassin versant, je dirais, du Bévinco. du Béving. Et dans le bassin versant se situe donc la nappe, qui est sur la plaine. D'accord. Oui, Parce que si je nous, peux compléter, pardon, oui, on travaille, je suis oui, Frédéric Huneau, le directeur de la thèse. On travaille à l'échelle du bassin, ce qu'on appelle le bassin hydrologique, au sens premier, c'est-à-dire celui qui inclut à la fois le bassin hydrographique en surface et le bassin hydrogéologique qui se trouve dessous. Et donc, c'est justement notre objectif, c'est d'avoir l'ensemble de ces eaux à la fois superficielles et souterraines qui sont dans ce qu'on appelle le bassin hydrologique, qui inclut donc la partie souterraine et les eaux en surface. d'accord. Parce que bon, moi, je m'occupe du SDAGE. Et pour le SDAGE, la masse d'eau qui correspond à la nappe souterraine de Bigoulia, en fait, elle est beaucoup plus grande que ça, quoi. Enfin, il y a plusieurs nappes
Ouais, ouais. Alors la notion de masse d'eau, c'est pas une notion que les hydrogéologues aiment beaucoup puisque ça ne recoupe pas une réalité en termes de réservoir hydrogéologique. Ça peut souvent être l'association de plusieurs nappes entre elles qui, dans ce cas-là, peuvent être superposées. Dans ce cas-là, dans le cas de la plaine de Bastia, on a justement 3 nappes. Donc 2 nappes, la nappe du Gol ou la nappe du Bevinco et une nappe semi-captive qui est la nappe du Quaternary, qui se trouve un peu entre les deux. Et ça constitue, si on veut, un système hydrogéologique un peu complexe qu'on peut, à cause de la réglementation européenne, inclure dans la même masse d'eau, mais rigoureusement, ça correspond à plusieurs ensembles hydrogéologiques. Donc, on ne peut pas complètement assimiler masse d'eau et nappe d'eau ou aquifère. C'est des notions qui peuvent être différentes. Il y a la notion du gestionnaire et après, il y a la notion de l'hydrologue qui peuvent ne pas se recouper dans certains cas. Il y a quand même des liens. Oui, absolument. Des liens, d'accord. Oui, oui, non, non, il y a une logique de gestion, voilà, mais qui peut être beaucoup plus complexe lorsqu'on va dans la logique hydrologique. Oui, merci. Je crois que Stéphane voulait parler. Il a levé la main. Moi, je ne vois pas qui veut parler ou pas, en fait. Il n'y a pas Stéphane Guiotti qui avait levé la main et je lui ai coupé la parole tout à l'heure. Merci Frédéric, c'est pas grave. Pardon. Tant pis. Bonsoir Eléa, bonsoir à Bonsoir tous. Stéphane. Merci pour ta présentation. Merci. J'avais une toute petite question sur tu t'imagines bien, hein, sur le volet sociaux que tu as développé. Je voulais savoir éventuellement si tu comptes incorporer dans tes analyses la mise en œuvre et les objectifs des différentes politiques agricoles qui se sont succédées afin de voir quels en étaient les objectifs, quels en étaient les résultats éventuellement, pour savoir s'il y avait par exemple des politiques de type Fertimieux qui avaient été mis en place pour limiter les pratiques, les encadrer, de l'accompagnement agricole, c'est-à-dire d'avoir un versant d'accompagnement des agriculteurs au regard de simplement le fait d'aller les interviewer, d'aller voir la chambre d'agriculture, etc., sur les changements de pratiques. Enfin voilà, est-ce que tu comptais incorporer ce volet à la fois politique et gestion et encadrement des pratiques agricoles sur le temps qui est le tien depuis les années 50? Oui, tout à fait. En fait, donc le questionnaire a été soumis à la population donc, par les propriétaires d'ouvrages, mais je suis également en train de le soumettre en fait aux gestionnaires, donc que ce soit les gestionnaires locaux de la ressource en eau, mais également les gestionnaires qui s'occupent du volet environnemental, je dirais, de manière générale. Donc dans les gestionnaires à qui j'ai envoyé le questionnaire, donc il y a la chambre d'agriculture, il y a tous ces gens en fait qui peuvent m'apporter des réponses et de la compréhension notamment historique sur les pratiques agricoles sur la plaine et comment elles ont évolué justement depuis les années 50. Et l'objectif aussi c'était de comparer donc la connaissance de la population avec la connaissance des gestionnaires et corréler ça avec nos analyses géochimiques, isotopiques et des pesticides. Merci. Merci. Si je peux intervenir, Marie Garrido. Je souhaitais simplement remercier et féliciter Léa et toute l'équipe d'hydrogéologie pour son travail actuel et passé sur tous ces complexes et ces hydrosystèmes lagunaires. Simplement, voilà, juste souligner qu'on est dans l'attente des résultats pour les lagunes de l'extrême sud et qu'on a vraiment hâte de pouvoir apprécier l'ensemble de ces données. Donc, merci à tous et merci beaucoup pour ce travail, Léa. Et merci pour cette présentation. Merci, Marie. Merci, Marie. J'en profite également. Alors, moi, j'ai une question. J'avais dit que je ne parlerais pas, mais je suis trop curieuse. Donc là, tu t'es concentrée sur Bigouille et tu dois faire les petites. Tu dois faire le terrain du sud plus le terrain de l'Italie. Ça que tu as dit. En fait, ma thèse comporte 3 axes. Donc, le premier axe, c'était la mise en place de cette approche socio-hydrogéologique sur le bassin versant de la lagune de Bigouille. Le deuxième axe, c'est
les 3 petites lagunes du sud. Donc, on travaille toujours sur le bassin versant et on essaye de comprendre donc, le fonctionnement hydrogéologique de ces petites lagunes. Donc, ces lagunes, c'est Aras ou Santa Giulia et Balistre. Et le 3e axe, c'est donc l'intercomparaison entre le bassin versant de la lagune de Biguglia et le bassin versant de la lagune de Lecesine qui se trouve au sud de l'Italie. Ok, donc ça veut dire qu'en Corse, tu vas faire tes prélèvements, tes enquêtes, etc. Et en Italie, pareil. Et en Italie aussi. D'accord, ok. Bon. Alors, je complète, on a une équipe partenaire en fait Oui, on est partenaires. Voilà, on a des partenaires en Italie qui vont nous aider parce que c'est un gros travail, comme tu le soulignes, Marie-Françoise. Et ce sont des hydrogéologues qui appartiennent à l'équivalent du CNRS français, qui s'appelle le CNR, qui sont basés à Bari et qui vont nous aider dans la mise en place des prélèvements. Mais on va essayer de faire les prélèvements avec la même philosophie, avec la même approche que ce qu'on a fait à Biguglia pour pouvoir comparer. Donc, on va faire à peu près les mêmes analyses sur ce site et comparer justement, enfin trouver des points de convergence et trouver des différences certainement entre ces deux systèmes, comme l'a dit Léa. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le questionnaire social pour administrer un questionnaire en italien, etc. Le rédiger, enfin, je veux dire, c'est quand même un gros travail d'adaptation, non? Enfin, je veux dire, et je voulais savoir si vous aviez des sociaux, enfin, des gens qui travaillaient, qui vous donnaient un coup de main sur sur cet aspect-là en Italie, parce que je suppose que les pratiques, elles sont un peu, ça doit être différent, quoi. Si c'est de l'olivier irrigué, peut-être, sans doute. Je ne sais pas. Alors, donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire en Italie, c'est qu'on va travailler sur le fonctionnement hydrogéologique de la lagune, parce que c'est un site qui est mal documenté, qui est peu connu. Donc la première partie du travail, ça va être ça. Et dans un second temps, il serait intéressant de faire la même enquête socio-hydrogéologique pour connaître voilà, les pratiques et l'origine sûrement des flux de pollution qui existent aussi en Italie, donc savoir d'où ils viennent. Donc dans un premier temps, en fait, on va étudier le fonctionnement de ce bassin versant en Italie en le comparant avec Biguglia. Et après, si le temps nous le permet dans le cadre de ma thèse, on développera l'approche socio-hydrogéologique. Après, comme je le disais, l'approche, elle est menée en collaboration avec l'université de Pise et la docteure donc, Viviane Arré, qui est italienne, donc elle parle italien. Donc on pourra avoir le questionnaire en italien. On nous aidera, quoi. Bon, ok. Merci, Léa. Oui, Viviana, justement. Viviana, tu veux dire quelque chose? Ah, Viviane, oui. Oui, bonsoir. Oui, je peux vous aider Bonsoir. si vous voulez. Hein. Bonsoir. Bon, Léa, félicitations, c'est un très bon travail et je suis sûre que ça va être une excellente contribution au développement de la sociodrogéologie. Et donc là, c'est pour te rassurer qu'on va t'aider pour développer les questionnaires, soit moi, mais il y a aussi les collègues de Bari. Je suis sûre que tu auras tout le support nécessaire, soit pour le terrain, soit pour l'administration des enquêtes. Merci, Diana. Bon travail. Merci. Vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Frédéric, peut-être préciser un peu, donc le travail de thèse se fait dans le cadre d'un projet de recherche plus large. Oui, avant de répondre, il y a Julia qui a relevé la main. Voilà. Je la vois pas. Ah voilà, j'ai levé la main. J'ai vu qu'on pouvait lever la main. Non, simplement une petite information par rapport au questionnaire et pour faire le lien avec les pratiques. Peut-être aussi qu'il faudra prendre contact avec l'ODARC ou l'Office de l'environnement en ce qui concerne les mesures agro-environnementales et climatiques qui ont été mises en place. Peut-être que ça pourra donner des informations aussi. Ouais. Oui, merci Julia.
Oui, oui, je rebondis. Oui, oui, tout à fait. Et Léa est justement en train de mettre tout ça en place et de contacter les différentes institutions pour avoir justement cette densité d'informations et cette profondeur dans le temps, dans l'occupation des sols. C'est quelque chose qui est quand même un peu compliqué à tracer et à mettre en œuvre. Donc ça prendra un petit peu de temps encore, je pense. Oui. Donc oui, Marie-Françoise, oui, je voulais juste ajouter oui, que ce travail en fait est inclus dans un projet un petit peu plus vaste qui s'appelle Jéricho, qui s'intéresse justement à la gestion de l'eau et à la pérennité des ressources en eau en Corse et qui est financé par la collectivité de Corse. Et donc le travail d'Eléa correspond à un work package, une action clairement identifiée au sein de ce projet et qui s'intéresse justement aux flux polluants vers les hydrosystèmes lagunaires, en s'intéressant particulièrement à cette composante inertielle et souvent ignorée, qui est la composante souterraine. Donc les eaux souterraines, elles existent, elles sont là, elles sont exploitées pour plusieurs choses, notamment pour l'eau potable, tu l'as bien dit, dans la région de Bastia, mais elles ont un rôle écologique aussi très important dans le maintien en eau des zones humides, littorales, qui sont alimentées en eau douce par les eaux souterraines quasi essentiellement. Et c'est quelque chose qui souvent est oublié dans le paysage, qui est parfois oublié par les gestionnaires, mais de moins en moins, Dieu merci, grâce à notre travail, on rencontre également des gens qui s'intéressent à ça et le message commence à passer. Donc on commence à mieux considérer ces eaux souterraines au niveau des eaux côtières en Corse en tout cas. Mais c'est une problématique qui, comme Eléa l'a indiqué, est très vaste, très large et qui concerne à peu près toutes les régions côtières méditerranéennes qui, étant donné le climat et la variabilité de la pluviométrie, eh bien, ces zones humides, lorsqu'elles existent, lorsqu'elles sont pérennes, eh bien, elles sont souvent alimentées par l'espace souterrain. Donc voilà, donc Eléa, elle a encore 2 ans de thèse, donc là elle est vraiment au tout début de ce travail. Elle construit ce travail en profitant également de l'information qui a été fournie lors d'une autre thèse, qui a été celle de Mélanie Aerostat, qui s'est terminée l'année dernière. Et on essaye d'aller plus loin avec une finesse qui soit supérieure, notamment dans l'identification des processus et notamment, comme tu l'as dit, Eléa, dans les processus à la source. C'est donc essayer d'être assez précis sur l'origine des flux polluants, sur les chemins empruntés par ces flux polluants et sur la temporalité. Pour nous, en hydrologie, la temporalité, c'est très important. Et avec nos outils isotopiques qui sont développés dans notre laboratoire, on arrive vraiment à avoir une bonne idée dans le passé de la temporalité de ces processus. Donc là, j'entends par là la libération de ces molécules. Quand est-ce qu'elle s'est développée? On peut l'apprécier de façon assez fine sur plusieurs dizaines d'années en arrière, voire plusieurs centaines d'années en arrière dans certains sites. Voilà ce que je voulais ajouter. Et je vous remercie à tous pour votre attention. Merci Frédéric. Une dernière petite question. Eléa, tu veux rajouter quelque chose? Je remercie donc tout le monde d'avoir participé à ma conférence et d'avoir montré un certain intérêt pour mon travail. Donc voilà, je vous remercie tous et donc je remercie une fois de plus Marie-Françoise, l'université, le réseau Canopé d'avoir organisé ce rendez-vous des doctorants. Voilà. Alors écoutez, merci à tous, merci pour vos interventions, merci à Eléa. Et puis on reviendra vers vous l'année prochaine parce que normalement, elle clôture la saison. Et puis encore une fois, merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci Marie-Françoise. Au revoir. Bonsoir Frédéric. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir.